Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur le webinaire des Jeudis de la recherche paramédicale proposé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Je me permets de me présenter puisque j'ai rejoint récemment le réseau. Axel Chavanon, je suis infirmière anesthésiste et donc référente paramédicale du réseau Recherche et Innovation du GIRSI Grand Ouest. Et je suis accompagnée pour cette première, en ce qui me concerne, par Émilie Gillier, que vous connaissez, qui est donc la coordinatrice du Recherche Réseau Recherche paramédicale et innovation. Aujourd'hui, la parole est donnée donc à Florence Moncor. Bienvenue Florence, pour une présentation d'une lecture critique d'articles, sur le thème de la qualité des soins. Comme habituellement, nous vous laisserons poser l'ensemble de vos questions à l'issue de la présentation de Florence qui durera à peu près une vingtaine de minutes, soit en direct en connectant votre micro, soit dans la zone de discussion. Voilà, n'hésitez pas, les questions sont les bienvenues et nous nous retrouvons d'ici une vingtaine de minutes après la présentation de Florence. Florence, c'est quand vous voulez. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Je vais me présenter tout d'abord à travers cette première diapo. J'essaye d'enlever la barre. Donc, je suis Florence Moncor. Je suis infirmière, cadre de santé formateur à l'ICI du CH de Châteaubriand, Nozay, Rancé, et doctorante aussi en sciences de l'éducation et de la formation sur l'Université Paris-Nanterre, dans le centre de recherche en éducation et formation. Et je fais partie de l'équipe apprenance formation digitale. Donc cet après-midi, comme vient de vous l'être présenté, je vais faire une lecture critique d'un article sur un thème qui est un petit peu long, mais qui porte en effet sur les indicateurs de qualité des soins. L'article en fait que je propose de critiquer là sert aussi à regarder un petit peu comment on prend en considération dans ces indicateurs de qualité des soins les savoirs expérientiels des personnes vivant avec une maladie chronique. Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu pourquoi ce thème. Ce thème m'intéresse parce qu'il parle de l'évaluation de la qualité des soins reçus par leurs bénéficiaires. Et donc, ça s'inscrit dans la logique de la démocratie sanitaire, donc qui a été mise en œuvre avec la loi du 4 mars 2002, et puis qui a été renforcée par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, où on s'est intéressé à regarder du point de vue des bénéficiaires comment les soins étaient perçus, pour ce qu'il s'agit des soins reçus. Donc, quand on parle de qualité des soins perçus, pour les auteurs, et c'est pour ça que j'ai choisi leur article, ils mettent 3 sens sous cette terminologie de perçu. Par perçu, on entend les perceptions et ressentis du patient, mais on entend aussi que cette perception n'est pas toujours possible en fonction des soins. Par exemple, quand une personne est sous anesthésie générale, il lui est bien difficile de percevoir les soins qu'elle reçoit, évidemment. Et puis, ça pose aussi la question de, par perçu, est-ce que c'est pas un qualificatif un petit peu péjoratif? Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de la prise en compte des savoirs expérientiels des patients quand on est sur ce qualificatif-là? Ce qui amène au prisme que j'ai choisi et qui sera abordé en fin de présentation sur le questionnement autour de la réelle prise en considération de ces savoirs expérientiels pour les personnes concernées, donc dans l'évaluation de la qualité des soins. Donc, en ce qui concerne l'article en lui-même, cet article, c'est un article de Mainville, Fourcade, Ferrura et Ferrua. Il date de 2019 et il s'intéresse aux enquêtes de satisfaction et aussi aux patient reported outcomes. Donc, c'est un article qui est inséré au sein d'un dossier sur la place du patient dans la qualité et la sécurité des soins, avec un regard croisé France-Québec. Donc, ça permet d'avoir un comparatif dans ce dossier et leur article en fait partie. De plus, ces auteurs ont fait partie du projet COMPAC. Donc, c'est un projet qui portait sur la coordination de la mesure de la performance
pour l'amélioration de la qualité hospitalière, qui a duré de 2003 à 2016 et qui a été utilisé par le ministère de la Santé et la Haute Autorité de la Santé pour le développement en fait des indicateurs de qualité des soins. Alors, quand on regarde leurs objectifs en eux-mêmes à travers cet article, ils sont en domaine, pardon, ils sont de 3 ordres. Le premier est de dresser l'historique des indicateurs développés dans le domaine des soins. Le deuxième, c'est de réaliser une analyse critique de ces indicateurs. Et le troisième, c'est d'identifier les perspectives d'évolution de ceux-ci. Donc, dans la partie suivante, on va reprendre ces différents objectifs pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Leur méthodologie pour pouvoir atteindre ces objectifs, ils ont suivi les recommandations Prisma dans l'établissement des revues de littérature systématique. Ils ont réalisé leur revue systématique sur PubMed avec un seul critère d'inclusion déclaré, c'est les articles publiés jusqu'au 31 décembre 2018. En fait, il y en a un second parce que les auteurs s'intéressaient spécifiquement aux articles en lien avec les critères de qualité des soins autour de l'oncologie, d'où la requête booléenne qui est inscrite ici et qui s'intéresse spécifiquement à l'oncologie. Ce qui veut dire que les articles qu'ils ont étudiés ne traitent que de l'oncologie, mais ça permet d'avoir quand même accès à ce qui se passe pour les critères de qualité des soins en dehors de l'oncologie aussi. En effet, ils ont regardé comment étaient traités les indicateurs d'un point de vue historique. Donc, leur article permet de comprendre en fait que les critères de qualité des soins, on a commencé à s'y intéresser en France au début des années 2000, avec les premières mesures centrées sur la qualité perçue par les patients, ce qui a nécessité de poser un cadre législatif et de réfléchir aux canaux de diffusion. Donc, les premiers canaux de diffusion qui ont été utilisés ont été des diffusions papier. Donc, en 2005, on a vu se développer des enquêtes de satisfaction au niveau hospitalier avec 3 domaines qui étaient explorés, les soins, la sortie, le confort. En les évolutions technologiques faisant, on est passé à une diffusion en ligne et parallèlement ont été introduits des items relatifs à ce qu'on appelle l'expérience patient, dont on va parler par après dans la présentation. Donc ça, c'est à partir de 2010. Et puis en 2019, l'HAS a proposé une enquête de satisfaction généralisée en fait pour les personnes hospitalisées plus de 48 heures en MCO et propose exactement la même chose pour les personnes en SSR. Et ça a permis de standardiser un petit peu la façon dont étaient construits ces indicateurs de qualité des soins par rapport à ces services de court séjour. Les auteurs indiquent aussi que là, dans les années à venir, il va falloir aussi prendre en compte dans l'évaluation de la qualité des soins, les outils de self-tracking. Alors, par outil de self-tracking, on entend par exemple le freestyle, mais aussi les montres connectées, parce que ces objets connectés, en fait, permettent d'avoir accès en temps réel à des données biologiques patients. Et donc, ça va sans doute aussi modifier la façon dont on gère l'évaluation de la qualité des soins perçus, ou en tout cas la façon dont on peut individualiser ou pas aussi cette qualité des soins. Donc, par rapport à l'article, il était très dense au niveau du jargon utilisé, qui est très spécifique par rapport aux indicateurs de qualité des soins. Et donc, ce que j'ai souhaité faire dans cette présentation, c'est faire un tableau synthétique qui permet un petit peu de comprendre le jargon qui est utilisé. Parce qu'on parle de patient reporter outcomes, les pros. Donc là, en fait, c'est des mesures d'une caractéristique ou d'un symptôme, donc qui correspond à l'état de santé de la personne. Donc, c'est la personne elle-même qui les met. Et ça permet en général à la personne au professionnel qui reçoit ce symptôme ou cette plainte,
d'établir un diagnostic. On a également les Patient Reported Outcome Measures, les PROM. Donc là, c'est des mesures standardisées, c'est-à-dire que par rapport à une pathologie, on sait qu'il y a différents symptômes ou plaintes qui peuvent être émises par les personnes qui vivent avec cette pathologie. Et donc, on a fait des échelles spécifiques de façon à pouvoir évaluer pour une population donnée de personnes vivant avec une maladie spécifique ce qu'il se passe. Et donc là, on est plutôt sur des questionnaires sur la qualité de vie, c'est-à-dire on essaye de comprendre les répercussions de la maladie sur la vie de la personne concernée. On a également les patients reporters de mesure. Et donc, ça mesure l'expérience, la perception du patient par rapport à son expérience de soins. Et donc là, on est proche, en fait, c'est le SATIS de l'HAS. Donc, c'est des questionnaires de satisfaction dans les établissements de santé. Mais ça peut être aussi tout ce qu'on analyse au niveau des réseaux sociaux pour un établissement donné, pour un professionnel d'un établissement donné. Ça peut être aussi ces indicateurs-là. Ça peut être aussi le patient traceur. Ça, c'est un indicateur qui a été mis en place par l'HAS dans le cadre des certifications. Et donc, ça permet en effet d'avoir accès à l'expérience de soins par le patient lui-même. Et puis, c'est des scores de satisfaction sur un soin spécifique qui commencent à émerger et qui, juste après un soin, permettent d'avoir accès à comment ce soin a été vécu par la personne bénéficiaire. Donc là, la visée, c'est plutôt d'améliorer la qualité des soins. Enfin, on a les Patient Reported Outcome Performance Measure. Donc là, le but, c'est de mesurer de la performance. Et donc, c'est des résultats rapportés par les patients à travers des outils spécifiques. Et souvent, c'est par rapport à des thérapies données ou des dispositifs médicaux particuliers. Donc là, on est plutôt dans le cadre de la recherche clinique. Et c'est une entité, alors soit comment dire, un labo de recherche ou alors un labo de santé publique qui va regarder ces données qu'elle récolte pour les analyser. Et là, on est plus sur comment, à travers ces données qui sont analysées, augmenter la qualité des traitements. Donc ça, c'est le jargon qui est utilisé dans l'article par rapport aux indicateurs de qualité des soins. Les auteurs aussi ont analysé différents articles et ils en détaillent pour chacun d'eux ce qu'ils retiennent. Moi, pour cette présentation, je suis repartie du travail qu'ils avaient fait et je propose une synthèse en fait de leur travail de façon à voir un petit peu ce qu'on peut en retenir. Et donc ici, la version synthétisée de leur analyse permet de comprendre que les articles proviennent de pays anglophones ou européens. L'article le plus ancien émane des États-Unis, date de 2004, et le plus récent de Belgique, puisqu'il est de 2017-2018. La lecture de ces articles permet aux auteurs d'identifier deux prescripteurs quant à l'évaluation de la qualité des soins, soit les instances nationales en lien avec la santé, soit les établissements de santé eux-mêmes. Ce sont surtout les PROM, c'est-à-dire les mesures standardisées par rapport à une maladie ou à un soin donné qui sont regardés pour identifier des symptômes ou des effets secondaires de suite opératoire. Et ces évaluations ont surtout lieu, en fait, au cours de l'hospitalisation de la personne concernée. Donc, les modalités de diffusion des résultats sont de deux modes. Soit c'est des publications publiques, soit c'est pour permettre un paiement à la performance des structures concernées. Alors, le dernier objectif des auteurs par rapport dans cet article, c'était d'identifier les différentes difficultés qu'on pouvait rencontrer quand on essayait de mettre en place des indicateurs de qualité des soins.
Et donc, c'est des difficultés en fait qui sont propres à l'établissement de tout questionnaire, puisqu'on a des difficultés sur le choix des mesures. En effet, quand on établit un questionnaire, il y a toujours une difficulté à bien identifier quel objectif on veut que la question permette de mesurer. Par exemple, si on pose la question êtes-vous satisfait de la prise en charge de la douleur? Si on la pose comme ça, on ne sait pas si les personnes, quand elles vont répondre par rapport au fait qu'elles ont été soulagées de la douleur ou par rapport au fait que la façon dont les soignants les ont questionnées par rapport à leur douleur était satisfaisante pour elles ou pas. On a aussi des difficultés d'élaboration des items en termes de taille et de validité. Alors ça, c'est assez courant, c'est-à-dire que pour qu'un questionnaire soit valide, il faut quand même poser un certain nombre d'items et en même temps, on ne peut pas poser un nombre d'items trop important parce que, bah, les gens vont abandonner au niveau du remplissage de questionnaire parce qu'il y a trop de questions. Au niveau du choix des modalités de recueil, là aussi, c'est quelque chose qui est spécifique à tout questionnaire. C'est-à-dire que les auteurs indiquent le papier, le problème, c'est que, bah, ça élimine de fait, les personnes qui ne savent pas écrire ou qui sont en difficulté, pour écrire. Par contre, le système, informatisé, ça élimine aussi les personnes, qui ont, des difficultés avec l'informatique, qui sont réticentes et donc, on perd en fait une partie de la population qui a bénéficié des soins et qui pourra les évaluer. Sur le choix des modalités de traitement des données, là aussi, ça pose question puisque si on est sur des comparaisons entre établissements, il faut que les caractéristiques soient identiques pour que la comparaison soit possible. Avoir dans une même cohorte des établissements qui sont ruraux et urbains, ça crée des différences sur bah, les soins qui sont dispensés, tout comme le nombre de lits, tout comme le nombre de soignants. Donc, il faut pouvoir réguler et prendre en compte ces caractéristiques pour que bah, les données qui sont produites soient des données valides. Quand on est sur un seul établissement, on a la même problématique puisque là, ce sont les caractéristiques, des individus qui sont, à regarder puisque si dans la population, on a, des phénomènes, on a plus de femmes, par exemple, de façon très majoritaire, qui ont, rempli le questionnaire, voilà, on peut se poser la question: «Est-ce que c'est le genre qui, fait que, là, la donnée, hem, que l'on recueille, prend cette forme-là ou pas?» Le choix des actions correctrices proposées face aux résultats, là, c'est très spécifique des questionnaires, qui, sont faits par rapport à la qualité des soins puisque, ce qu'on vise, c'est, l'amélioration de la qualité des soins et donc normalement des actions correctrices et du coup, ça pose, la question aussi, d'un point de vue institutionnel, comment on va pouvoir, adapter, la réponse à, des points de vue individuels? Je m'explique, si, on a, des personnes, on fait, comment dire? La synthèse, par rapport à la prise en charge, de la douleur. Si je garde cet exemple-là, on s'aperçoit qu'on n'est pas bon. La réponse, elle va pas être apportée aux personnes, directement, concernées, mais, aux personnes, qui vont, bientôt bénéficier, d'une meilleure prise en charge, de la douleur. Donc ça pose aussi ces questions-là, pour, les auteurs quand on est, sur, les critères de qualité des soins. Ce qui fait que, ils ont regardé, par rapport aux articles qu'ils avaient, identifiés, quelles recommandations on pouvait, faire et donc, par rapport aux PROM, c'est-à-dire quand on est sur les, symptômes ou les plaintes, des patients, ils se réfèrent, à l'article de Leaves, de 2018 et puis pour, ce qui est de l'expérience, patient, à celui de, d'Esomer, alors j'enlève, hop, de 2018 aussi. Ce qu'ils disent en termes, de recommandations, sur les 2, on a quelque chose, qui est similaire, hein, c'est-à-dire, voilà, des recommandations qui sont propres à l'établissement de tout questionnaire. Mais, par rapport au PROM, ce qui diffère par rapport au PREM, c'est qu'au niveau du mode de collecte, des données, du traitement de ces données, là, il y a toute une réflexion à avoir sur, qui, en fait, collecte, qui analyse
et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats et comment on s'assure après d'une réponse apportée suite aux remontées des patients. Qu'est-ce qu'on en fait de savoir qu'on on a des difficultés, par exemple, à évaluer la douleur, ou on a beaucoup de patients qui présentent de la douleur. Qu'est-ce qu'on en fait? Pareil, par rapport au PREM, les expériences patients, ça veut dire que là, derrière, si on a au niveau des retours, au niveau hôtelier, on n'est pas performant, il faut que l'établissement derrière ou l'État ait les moyens de pouvoir proposer des actions correctrices. Sinon, on va rester avec des résultats qui sont semblables et sans moyen de pouvoir apporter de la correction. Ce qui fait que, au niveau des auteurs, il y a des perspectives aussi à envisager sur la façon dont on peut concevoir, comment on peut évaluer la qualité des soins. Donc, il faut penser les indicateurs quant au parcours patient, certes au sein d'un hôpital, mais aussi ville-hôpital. Et puis penser les évaluations individuelles plutôt qu'agrégées, parce qu'à l'heure actuelle, on est surtout sur des moyennes et qu'il serait plus intéressant de regarder à partir d'un patient donné, voilà, comment il a vécu des soins tout au long de son parcours. Ce serait plus pertinent selon moi. Quand on en revient au prisme pris au départ et qui fait que j'avais choisi cet article, par rapport à la prise en considération des savoirs expérientiels des personnes concernées dans l'évaluation de la qualité des soins. Cet article, il amène à 2 questions. Les auteurs relèvent, comme ACRICH, le Comité consultatif national d'éthique ou JOEI, que les patients en fait sont absents dans l'élaboration des items, les choix de modalités de passation ou encore d'interprétation des résultats, ce qui pose question puisque ce sont les principaux bénéficiaires. Or, ils ne sont pas mis à contribution pour élaborer ces items, questionner les modalités de passation ou interpréter les résultats. Et puis, il y a un questionnement autour de qu'est-ce qu'on entend de l'expérience patient, puisque les patients eux-mêmes, The Patient Association, c'est une association de patients anglais. Donc en Angleterre, les critères de qualité des soins existent depuis plus longtemps qu'en France. Et eux estiment qu'il n'y a pas de réelle prise en considération de leur expérience dans ces évaluations. En effet, par expérience patient, enfin, quand on parle d'expérience patient, il y a 3 sens distincts. Il y a avoir de l'expérience, c'est-à-dire être performant. Donc, si je prends l'exemple de l'automobile, je peux conduire depuis très longtemps et je suis un automobiliste qui est expérimenté par rapport à une conduite depuis plusieurs années. Il y a avoir expérimenté, donc j'ai expérimenté un nouveau véhicule. Donc, j'ai expérimenté une situation et puis être expert, c'est-à-dire que je fais de la conduite sur circuit automobile et donc je connais par cœur aussi comment fonctionnent les moteurs thermiques ou électriques et je suis expert dans un domaine donné. Or, à l'heure actuelle, quand on parle d'expérience patient, dans les enquêtes de satisfaction, on est sur le 2e sens. Ce qui pose question en effet sur la réelle prise en considération des savoirs expérientiels des personnes concernées. Donc voilà ce qu'il en était par rapport à cet article. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça? Merci beaucoup Florence. Alors Michel Poirier, on vous écoute. Alors, ce n'est pas une question, c'est parce que On ne vous entend pas, monsieur Poirier. est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, Florence, On a toujours, excusez-moi, on a toujours un problème de micro. Est-ce que tous
tous ceux en dehors de Monsieur Poirier qui a un micro allumé peuvent l'éteindre. On va essayer cette technique. On réessaye. Il est en mute, Monsieur Poirier. Il n'a pas un kit oreillette ou pour changer? Ou sinon dans le chat? N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans le chat si jamais il y avait un problème de micro. C'est dommage de ne pas pouvoir partager vos impressions ou vos questions. En attendant qu'on reçoive la question de Monsieur Poirier, est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions? Parce que moi, sinon, j'ai quelques questions pour Florence. Bon, j'en profite alors. Florence, vous avez parlé donc du fait que ce soit un article, une revue de littérature. Est-ce que dans cette revue, ils ont précisé le nombre d'articles qu'ils avaient trouvés et combien d'articles finalement ils avaient retenus concernant leurs critères de recherche? Alors en effet, normalement, quand on est sur une méthode Prisma, on doit indiquer le nombre d'articles qu'on a collectés et puis ensuite dire comment on a procédé pour retenir les articles étudiés. Je suppose qu'ils l'ont fait, mais dans l'article, ça n'apparaît pas. Pour autant, c'est un article qui est paru dans une revue scientifique, donc le comité scientifique a validé. Donc, je suppose que c'est la longueur de l'article qui faisait que ce n'était pas possible, sans doute, d'exprimer ça, mais ils ont dû le faire. Merci, Monsieur Poirier. J'ai vu votre commentaire. Oui, effectivement, hein, je vous rejoins. C'est vrai qu'en théorie, on est censé avoir le nombre d'articles parce que très souvent, on va avoir un nombre d'articles initial qui est très, très élevé et pour finalement n'avoir un corpus final que de quelques articles. Et l'intérêt justement de la méthode Prisma, c'est que si demain, on devait refaire ce même type de recherche, on devrait normalement retrouver le même nombre d'articles final. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout de cette démarche. Effectivement, M. Poirier voulait féliciter Florence pour la qualité de sa présentation et nous le remercions. Florence, moi j'avais une autre question. Cet article, est-ce qu'il fait partie de votre corpus bibliographique? Et si oui, vous l'avez gardé dans le cadre de votre recherche, en quoi cette revue de littérature a modifié ou orienter votre travail? Alors, ça fait partie, moi, ma thèse, en fait, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle porte sur les processus réflexifs des personnes vivant avec une maladie chronique. Donc, en fait, ça parle je cherche à documenter comment et avec qui les personnes vivant avec une maladie chronique réfléchissent, seules ou avec d'autres, à la gestion quotidienne de leur maladie. Et en fait, ce type d'article, il fait partie, en effet, d'une toute petite partie de ma revue de littérature, parce que moi, je me suis intéressée à regarder, du coup, on dit que les personnes qui vivent avec une maladie chronique ont des savoirs expérientiels. Qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience? Et en effet, dans ce type d'article m'a intéressée parce qu'il parle de l'expérience, mais on n'est pas sur, c'est ce que disent les auteurs, on n'est pas tout à fait sur la même expérience, puisqu'il y a, au niveau du vocabulaire, il y a des choses qui sont un petit peu floues quand on parle d'expérience patient. Et puis, en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment, en dehors de tout champ de formation, les personnes qui vivent avec une maladie chronique peuvent faire valoir leur savoir expérientiel dans le colloque singulier avec les professionnels de santé. Et on voit que même au niveau comment dire, de mesurer la qualité des soins qu'ils ont reçus, même là, en fait, c'est pas pris en compte, c'est pas regardé parce que c'est pas à ça qu'on s'intéresse. Donc voilà, je sais pas si je réponds bien à votre question.
Si, si, tout à fait. Et puis, vous avez effectivement présenté que dans l'article, c'était mis en avant le fait que finalement, l'expérience patient n'était pas suffisamment mise en avant et qu'à terme, les patients n'étaient pas inclus en fait dans la boucle d'amélioration donc, de la qualité des soins. Donc, c'est vrai que c'est dommage et c'est une zone à explorer. Merci en tout cas. Une autre question du coup de Monsieur Poirier qui donc, j'espère ne pas modifier la question en la relisant. Quelle est la vision prospective de la valorisation de l'expérience patient à l'aune de la stratégie d'amélioration continue des soins actuelle prônée par l'HAS? Alors en fait, par rapport à ça, on voit que ça commence à bouger aussi sur cette question de la prise en compte de l'expérience patient dans le sens prendre en compte les savoirs expérientiels des patients, puisque le dernier, c'est ce que j'indiquais dans une des diapos par rapport au comité consultatif d'éthique, qui en 2022 a indiqué que c'est quelque chose vers lequel il fallait aller. Et en effet, l'HAS commence à réaliser des travaux puisqu'elle inclut dans ses groupes de réflexion des patients à différents niveaux. Et on voit bien que là, l'orientation est de plus en plus prise de commencer à construire les choses avec et pour les patients. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, c'est pas si simple que ça parce que ça demande beaucoup d'investissement. C'est un travail qui est compliqué. Moi, je sais que dans le cadre de ma thèse, une partie du questionnaire a été construit avec des patients puisqu'il s'adressait aux patients. Et ça demande tout ce qui est démarche participative, ça demande un réel travail d'accompagnement, de prise de distance par rapport aux chercheurs, par rapport aux patients, de façon à ce qu'on trouve quelque chose qui est commun, qui ne soit pas dans la revendication et qui soit aussi le reflet des expériences en fait, de tous les patients, mais pas de l'expérience de quelques-uns. Donc, il y a toutes ces problématiques-là à dépasser et qui sont complexes, mais qui sont passionnantes. Monsieur Poirier, est-ce que cela correspond à… Super, un petit pouce levé pour dire que la réponse correspond bien à la question, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir en fait à quel moment, même si donc l'HAS a des directives claires par rapport aux PROMS ou PROMS qu'il faut mettre en œuvre, à quel moment c'est décidé ou elle décide que certains travaux soient lancés? Est-ce qu'il y a des signaux qui sont émis pour dire bon bah là il faut évaluer l'expérience patient ou pas? Alors, par rapport à l'expérience patient, par exemple, ça c'est venu suite à l'introduction de la démocratie sanitaire. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements en fait qui apparaissent au niveau de la société. La démocratie sanitaire, ça fait suite en fait à l'épidémie de SIDA en France. On s'est aperçu qu'on était face à des jeunes patients qui revendiquaient aussi de prendre part aux décisions les concernant par rapport à leur santé, par rapport à leur façon de prendre soin d'eux. Et les associations se sont fédérées, leur voix a été portée au niveau gouvernemental. Et du coup, au niveau de l'HAS, ensuite, il y a eu, comment dire, l'HAS s'est saisie de ça et a peu à peu introduit les patients aussi dans leur groupe de réflexion. Donc, on voit que c'est des mouvements, en fait, qui sont au niveau de la société et qui font que, en effet, la politique nationale de santé, elle évolue aussi par rapport à ça. Donc, il y a toujours un petit décalage parce que, en effet, c'est des mouvements qu'il faut avoir le temps de percevoir, qui doivent être assez importants pour que ça ait un impact au niveau national. Pour autant, on voit qu'il y a de plus en plus de réactivité, notamment avec le Covid. On voit que les choses ont bougé. Par exemple, pour les personnes qui présentent un Covid long, on voit que voilà, il y a de la réflexion dès maintenant, alors que pour certaines pathologies, comme la fibromyalgie,
Ça a été un combat de plusieurs années pour que ces associations soient entendues et que la fibromyalgie soit reconnue en fait au niveau ALD. Elle vient seulement d'avoir une reconnaissance partielle, mais voilà, ça vient tout juste d'exister, pardon. Oui, merci beaucoup. Je me permets aussi une question, Florence. D'un point de vue pratique, en fait, je trouve ça hyper intéressant, en fait, l'inclusion du patient dans les projets et notamment dans les projets de recherche. Pour les chercheurs qui sont là à nous écouter, est-ce que vous auriez des conseils sur comment inclure un patient, quand inclure? Est-ce que tous les projets de recherche qui s'interrogent, dont la thématique l'accepte quand même, mais ont un intérêt à ce qu'il y ait des patients inclus en fait dans les projets, et comment on imagine en fait tout de suite passer par une association de patients peut-être pour recruter en fait les patients qui vont travailler avec. Est-ce que peut-être c'est pas le bon canal? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour pouvoir inclure des patients dans les recherches, faire participer les patients? Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils. Je peux vous faire part de mon expérience et de l'expérience de mon directeur de recherche et de ma co-encadrante, puisque eux, ils ont travaillé à regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau de la recherche sur l'inclusion des patients. Et donc, en effet, souvent, on passe par le biais d'associations parce que c'est le plus lisible. Mais il y a d'autres possibilités parce que dans certains pays, on voit qu'il y a des malades ou des citoyens qui présentent des signes comme des intoxications par rapport à de l'eau qui avait été bue. Et du coup, ils peuvent se réunir entre eux et il y a plusieurs modalités, c'est-à-dire qu'ils peuvent solliciter des chercheurs pour les aider à monter une recherche parce qu'eux, ils n'ont pas la méthodologie. À l'inverse, ce qu'on voit souvent, c'est que les chercheurs, à un moment donné de la recherche, se disent bah, « tiens, ce serait bien de solliciter des personnes concernées ». Et souvent, ce qui est vu, c'est pour tester en fait une solution ou un retour d'expérience par rapport à un dispositif médical. Rares sont les recherches où du début jusqu'à la fin, on voit les patients qui sont inclus. Alors que ça a de l'intérêt parce que du coup, la recherche, elle est pour eux et avec eux, si on les inclut dès le début. Mais après, c'est vrai que ça demande à vraiment réfléchir cette collaboration du début jusqu'à la fin, quoi. Après, il n'y a qu'une seule association, de ce que moi, quand j'ai fait ma revue de littérature, que j'ai repéré, qui a mené un travail de recherche du début jusqu'à la fin, c'est l'association Ding Dang Dong sur la maladie de Huntington, où ce sont des patients qui ont fait une recherche par eux-mêmes, pour montrer comment ils vivaient avec leurs symptômes, qu'est-ce qu'on pouvait en dire, comment on pouvait eux, ce qu'ils souhaitaient comme accompagnement. Et ça a permis aussi aux professionnels de santé de mieux saisir, ce qui est parfois difficile à décrire, puisque c'est de l'ordre de la perception et du ressenti, en utilisant des médias comme la danse, la vidéo, pour pouvoir montrer ce qui est invisible en fait, et ce qui est difficile à décrire avec des mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est parfait, merci. Alors, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. On va arriver au terme de nos échanges. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup Florence pour cette présentation très claire et exhaustive. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur le site de la recherche paramédicale du Grand Ouest. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le 4 mai prochain, 14h30, pour un nouveau webinaire en ligne et pareil, qui apparaîtra également en replay. Merci beaucoup à tous et à bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.